parler, faire la connexion de ce que nous pouvons voir par rapport à propos de la parole de Dieu et ces sujets de Naël. Parce que ces sujets, ils évoquent plusieurs choses. Ils évoquent les préjugés, en tout cas implicitement, mais il évoque un certain effet de la disproportionnalité, de l'injustice. Il évoque aussi, je pense qu'il y avait un sentiment, en fait, chez certaines personnes en France, qui était, tu vois, qui était comme une, tu vois, une usine hydroélectrique, tu vois, Ouais, qui y a un barrage, qui était un barrage, ouais, ouais, ouais. qui est comme un barrage, tu vois, je veux qui est comme un barrage, tu vois, avec plein de choses qui étaient accumulées au long du temps et qui est maintenant, en fait, à cause de cet événement, ça éclose, tu vois. Ouais, ça explose. Ouais, ouais. Ça explose, et du coup, les gens, en fait, veulent manifester leur colère, leur rancune, et donc, c'est intéressant peut-être aussi, je pense, de parler, de réfléchir sur ça. Euh, et ça, c'est les moments, tu vois, que ça semble un peu bizarre, ça semble le moment qui s'est dit, c'est pas le moment de les dire, pourtant, c'est tout à fait le moment d'évoquer. La parole de Dieu dit, priez pour celui qui nous persécute, aimer nos ennemis. Tu vois, c'est-à-dire que là, qu'est-ce que les gens sont? Les gens ont la colère, la rancune, la colère, surtout la colère, hein, la vengeance contre l'État, contre la police, contre les systèmes. Et peut-être dire les mots pardonner, prier, c'est quand même un mot qui va dans la contresens aussi de ce que les gens, des fois, ce que les gens veulent entendre. Et ça a deux sens aussi, hein, qu'il soit pour les gens qui mal fait quelque chose aussi. Ça va aussi dans ce sens-là. Oui? Mais on a aussi tout un aspect qui montre aussi la fin des temps parce que Mm. euh, il y a quelque chose, il y a un verset qui dit qu'on appellera le bien mal et le mal bien. C'est-à-dire que les choses se seront détournées, quoi. Les choses seront détournées. Ce qui sera mal, on l'appellera bien. Ce qui est bien, on l'appellera mal. C'est exactement ce qu'on a aujourd'hui, puisque moi, j'ai vu plusieurs messages qui disaient cet ange parti trop tôt. Euh, cet ange, en parlant de Naël, bien sûr, qui est Ah, parti trop tôt. Ou, tu vois, c'est-à-dire que finalement, on a oublié tout ce qui s'est passé avant, ouais. comme à chaque fois, hein, finalement. Et on en est là aujourd'hui à se demander, voilà, qu'il y avait une erreur. Et je crois on peut aussi parler des conséquences du péché, parce que, mine de rien, les conséquences auraient pu être minimes, et je pense que plus on s'arrête tôt, moins la conséquence est forte, quoi. Des fois, quand on ne va pas trop loin, il y a une conséquence, oui, mais plus on s'engouffre dans quelque chose et qu'on ne s'arrête pas suffisamment tôt et qu'on ne recule pas, qu'on ne fait pas suffisamment vite marche arrière, eh ben, il y a des erreurs comme ça qui sont presque, j'ai envie de dire, des erreurs qui sont impardonnables finalement, puisque finalement il est mort comme ça. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Oui, tout à fait. Tout à fait. J'ai profité pour noter ici ce que tu disais, conséquences du péché. Et la question, et tout à fait, je comprends parfaitement ce que tu dis. Et cet aspect aussi politique lié à cet événement. C'est-à-dire, quand je parle politique, pourquoi? Parce que ils vont politiser, vont utiliser cet homme, cet garçon, en fait, ce jeune homme, je ne sais pas, pour, euh, pour faire de lui un type de martyr, tu vois, Oui. faire de lui un type d'héros. Tu vois, au final, les gens s'en fichent complètement pour qui était. Désolé, hein, mais les gens s'en fichent forcément pour qui était. Ils vont juste utiliser lui comme prétexte. Tu vois, lui, il est en prétexte, en fait, pour faire quelque chose, pour faire ce que les gens ont envie de faire. Manifester leur colère, leur rancune, leur haine contre un système et évoquer un certain racisme, un certain préjugé
que je ne peux pas dire qu'il n'existait pas, mais je ne peux pas dire non plus que s'agit qu'il y ait de ça dans ces cas-là. Non, on ne peut pas dire ça. Tu vois? Malheureusement, on ne peut pas dire ça parce que moi, j'aurais bien aimé pouvoir dire ça. Ça aurait été très facile de se dire, bon, c'est du racisme ou ce sont des stéréotypes, mais ça aurait été. Voilà, mais quand on ne rentre pas dans la complexité des sujets, c'est toujours plus facile. Et c'est ce que je reproche d'ailleurs aux, euh, aux classes politiques. Entre ceux qui te disent c'est un délinquant, basta, et ceux qui te disent c'est qu'un gentil garçon et puis c'est la police qui est mauvaise, ce sont deux points de vue qui sont totalement contradictoires, mais qui sont tout aussi simplistes les uns que les autres. Alors que la situation est bien plus complexe que ça, puisque finalement, est-ce que la police aussi était dans son cadre, est-ce que machin. Et je vais vous faire une généralisation de ça me paraît absolument ahurissant parce que la police souffre beaucoup dans ce pays, hein, il faut le dire. Hein. La police souffre énormément. J'en discutais d'ailleurs avec un collègue. La police, en fait, n'a pas les moyens de faire son travail correctement. C'est-à-dire, n'a pas les moyens judiciaires, parce qu'on peut parler d'argent, mais il n'y a pas que ça, il y a aussi des moyens judiciaires. Quoi. Quand quelqu'un fait quelque chose et que tu es obligé de le relâcher au bout d'un certain temps parce qu'il est mineur, voilà, c'est pas agréable quand même. C'est pas, Voilà, tu n'as pas les moyens d'aller au bout de ce que tu fais. Mais ça ne veut pas dire que je défends la police corps et âme, hein. Mais bon, tu vois, quand on parle de stéréotypes, quand on parle de clichés, de tout ça, je prends un exemple que moi, je ne me suis jamais fait contrôler. Pourtant, je suis ici depuis 2015. Mais même contrôlé, hein, je veux dire, même contrôlé, je ne me suis jamais fait contrôler. Tu vois, et pourtant, je suis noir, hein, je veux dire. Voilà. Mais je ne me suis jamais fait contrôler, ni en Guadeloupe, ni ici. Tu vois? Donc, est-ce qu'on peut parler vraiment d'un racisme tellement fort au point qu'on ne peut plus marcher dans la rue, au point qu'on soit arrivé comme aux États-Unis? Non, je ne pense pas. Je ne pense pas. Tu sais que j'ai parlant de contrôle. Moi, c'est incroyable. Moi, j'étais toujours en règle hein, avec mes papiers en tant que Brésilien. Et moi, j'ai les gens qui, des fois, même des fois, des gens qui sont de descendants arabes, tu vois, le nord de l'Afrique, en Asie, tout ça, le Moyen-Orient. Des fois, les gens m'arrêtent, tu vois, ils disent, ah, tu es dans quel pays? Ah, du coup, ils disent, ah, tu es d'Égypte, tu es tu es marocain, tu vois, parce que, je pas, surtout égyptien. Les gens me disent beaucoup égyptien ou indien aussi. Des fois, les gens pensent que je suis indien. Et pourtant, j'ai dit brésilien, certains ne croient pas. Après, certains reconnaissent parce que j'ai un accent un peu hispanique, hein, donc je dis, ah. Mais je me fais déjà, je me suis déjà fait contrôler par la police. Et quelquefois, je n'ai jamais eu quoi que ce soit au niveau de problème. Hein, moi, je suis toujours droit. Mais je vais te dire une chose. Quand je me suis fait contrôler par la police, il y avait toujours quelque chose en commun. Je n'étais pas très bien habillé. J'avais la barbe. Des fois, je laisse pousser la barbe. Je n'étais pas très bien habillé. J'étais un peu plus barbu, tu vois, parce que des fois, je laisse un peu la barbe pousser. Et j'ai vu en fait que toutes les fois que je suis bien habillé, j'ai pas de problème. Mais quand je suis un peu mal habillé, tout ça, il y avait une fois, bon après, cette fois-ci, par contre, c'était pas forcément parce que j'avais de la barbe, mais je pense qu'il y avait quelque chose parce que j'étais à Lille et du coup, j'allais à droite. Après, ah non, en fait, l'hôtel, parce que mes parents, ils étaient dans l'hôtel en face de la gare de l'île Europe. Et du coup, j'ai pensé avec moi-même, tu vois, l'hôtel est à gauche, tu vois, pour aller au hôtel, tu vois, parce que j'étais de l'automatisme. Et du coup, j'ai commencé à aller à droite et bim, j'ai tourné vers la gauche. Mais les problèmes, qui était à droite? C'était trois policiers qui étaient à la droite. Ah oui. Qu'est-ce que les policiers Qu'est-ce que les policiers ont vu? Dit en fait, pourquoi ce garçon, il change des tours comme ça, tu vois. En plus, j'étais un peu barbu, tout ça. J'étais pas forcément, comme j'ai dit, j'étais pas forcément parce qu'en fait, c'était juste que je devais prendre quelque chose dans ma chambre étudiante à l'époque. Je n'étais pas marié à l'époque. J'ai dit juste prendre quelque chose et aller faire un tour pour rendre visite à mes parents, pour rejoindre mes parents qui étaient en train de faire un tour ici en Europe. Et du coup, les policiers m'arrêtaient. Hop, je dis, ah non, c'est pas vrai. Non, j'ai senti mal. Hein.
je me senti mal parce que je dis, en fait, pourquoi le m'arrête, tu vois? Et aí, du coup, ils ont demandé les documents, tout ça. Aí, je donne le papier, dit brésilien. Ils ont toujours, quand ils disent qu'ils voient que je suis brésilien, ils font toujours petit sourire, tu vois. Mais des fois, j'ai dit, T'as envie de leur demander qu'est-ce que vous pensez? exactement. Et en plus, je dis, est-ce que, des fois, j'ai l'impression qu'ils disent, est-ce que tu es vraiment brésilien, toi? Mais bon, ça se Oui. mais bon. En tout cas, mais pourquoi j'ai dit ça? Parce que j'ai la pleine conviction que si j'ai marché en ville, toujours avec un costume et cravate, tu vois, toujours très bien habillé, j'ai la lève impression, peut-être que j'ai tort, mais je suspecte que je ne serai jamais contrôlé. Allez, À Lille, en tout cas. d'après ton expérience. D'après mon expérience, en tout cas à Lille, si je me serais toujours bien habillé, avec toujours la barbe bien faite, tout ça, je ne serai jamais contrôlé, en tout cas par rapport à mes expériences. Parce que je vois que si quelqu'un il n'a pas ses papiers à jour, je les conseille, marche toujours très bien habillé. Marche toujours très bien habillé, que tu ne seras jamais contrôlé. En tout cas, autant que quelqu'un, pas en contrôle de voiture. Hein. Donc, je parle de quelqu'un qui se déplace en gare, tout ça, tu vois. Parce que des fois, la police sont des êtres humains, évidemment. Hein. Et en fait, des fois, ils ont aussi un certain conditionnement, tu vois. Des fois, certains stéréotypes de gens, il dit, en fait, c'est lui qui a bien habillé, tout ça. Pourquoi on l'a arrêté lui, tu vois? Pourquoi cette personne-là? Forcément, on va perdre notre temps de l'arrêter. C'est lui qui est mal habillé et mal bien. Normalement, il amène, tu vois, il porte plus des suspicions. Et tu vois, c'est pas forcément vrai. Parce que des fois, les grands bandits, c'est celui qui sont en costume. Pourtant, c'est celui qui passe de manière imperceptible par les systèmes. Alors, après, ça dépend de ce qu'on appelle bien habillé ou mal habillé. En fait, parce Merci. que il y a bien habillé costume, mais pardon, il y a mal habillé, comme quand on dit mal habillé, ça peut être que tu es sorti en pyjama, par exemple, ou ça peut être que, tu vois, ça dépend ce qu'on appelle mal habillé. Mais il est vrai que voilà, quand on voit quelqu'un habillé peut-être en jogging, avec un survêtement, voilà, on aura peut-être une autre perception des choses. Tu vois, mal habillé, c'est pareil, hein. On peut aussi trouver très suspect quelqu'un qui est bien habillé, hein. Franchement, moi, ça m'est arrivé hein, aussi hein, de trouver assez suspect quelqu'un qui est bien habillé. Donc, ça dépend. Quand tu dis mal habillé, c'est quoi finalement, toi? Merci pour ta question. Quand j'ai dit mal habillé, en fait, c'est des fois, c'est être avec des vêtements beaucoup plus simples, pas forcément avec des vêtements des marques, des vêtements pas forcément neufs, tu vois. Et ouais, peut-être un peu en jogging aussi. Pas forcément, jogging. Je me rappelle la première fois que j'avais un Une casque. capuche. Ah, Non, casque, j'avais un casque. La première fois, j'étais encore. J'avais un casque. Un casque pour le froid, pour les oreilles. ah Bonnet, merci, pardon. Pas un bonnet, un casque. Un bonnet. ah oui, je connais. J'avais un bonnet, tout ça, Mhm. et j'avais des gants, et j'ai marché parce que. Et j'avais un pull qui était un peu moche, un peu large. Et du coup, j'étais à la gare, à l'île Europe. Ah, c'est incroyable, hein? 2 fois, je me suis fait arrêter dans l'île Europe, et une fois, c'était à la gare, l'île Flandre. Okay, c'est les 3 fois que je me suis fait contrôler. Dans la rue, je ne me suis jamais fait contrôler, je pense. Mais du coup c'est juste avec le bonnet et j'étais. Voilà. Donc, c'est-à-dire que des fois, c'est pas des vêtements. Je pense qu'il a la façon de vêtements. C'était pas forcément peut-être la meilleure des dispositions de vêtements. C'est pas forcément des vêtements neufs. Tu vois, c'est peut-être des vêtements un peu plus usés. Pas forcément comme, désolé hein, pour le terme, pas comme on m'en dit non plus, tu vois, pas sale, pas autour de Mhm. ne pluait pas non plus, tu vois. Mais c'était pas, tu vois, tu voyais, tu me voyais en fait habillé comme ça, tu dis, c'est lui est pauvre, tu vois. Tu ne voyais pas quelqu'un riche comme ça, tu vois, Mhm. pas quelqu'un qui, 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 qui est quand même modeste, tu vois. D'ailleurs, j'aime bien m'habiller de manière simple. Même aujourd'hui,
toujours, hein, j'ai toujours habillé comme ça. Des fois, peut-être que je change un peu mes vêtements, mais j'aime toujours, tu vois, par exemple, ce t-shirt là, il n'a rien, tu vois, j'aime bien m'habiller de manière simple. Ça fait partie de ma personnalité. Mais tu peux t'habiller de manière simple, bien habillé dans le sens de propre, et tu peux habiller de façon simple, avec peut-être des vêtements un peu plus usés, et ça donnait un peu semblant tu vois, quelqu'un qui est dans certains quartiers. Tu vois, je pense que j'ai évoqué un peu ce type de stéréotypes, des gens qui sont dans les quartiers, tu vois, plus modestes en France. Oui, J'ai évoqué un peu ce type de stéréotypes. D'accord? Est-ce que ces gens nécessairement sont mal habillés? Quand j'ai dit mal habillés, c'est pas dans le sens qu'ils sont sales ou quoi, mais c'est dans le sens qu'ils ne sont pas aussi habillés de manière formelle. C'est dans ce oui, sens-là que je parle. C'est-à-dire que euh, bien habillé, c'est pas un jugement de valeur dans le sens de quelqu'un qui est sale, quelqu'un qui est propre, de quelqu'un qui est habillé de manière correcte ou incorrecte, mais je parle bien habillé dans le sens de celui qui est habillé d'une façon plus formelle, tu vois, de ma manière qui évoque plus de respect et qui évoque un certain statut social, tu vois. oui, tout Ouais, à fait. Oui, oui, qui évoque parce que un statut social, là, c'est bon. En général, les vêtements, là, les survêtements et tout ça, ce ne sont pas des vêtements les moins chers, hein, si on observe bien d'ailleurs. tout à Euh, fait. et au contraire, je crois que moi, je m'habille vraiment moins cher que des personnes qui, effectivement, habitent dans les quartiers parce que ces survêtements, ça peut coûter très cher. Les ensembles, là, c'est pas. Les chaussures, même, les TN, comme on dit, là, c'est pas 2 euros, ça coûte cher, hein. Donc, oui. Non, Tout mais à c'est fait. très complexe, hein. Le travail de policier, c'est quand même très complexe, hein. Ouais, C'est-à-dire que moi, j'ai un père qui a été policier aussi. Mais c'était sur l'île de la Dominique. Mais c'est un travail qui est très complexe parce que d'un côté, le stéréotype, il est né de quelque part, tu vois. C'est pas quelque chose qui a surgi du jour au lendemain. Et malheureusement, je trouve quand même que la plupart des délinquants correspondent finalement à ce stéréotype. Alors, on aura envie de me dire, oui, mais les grands délinquants, ceux qui font les magouilles et tout ça, machin, oui, c'est vrai. Mais moi, si je veux m'arrêter au petit délit, dès que la police peut se charger, voilà, généralement, ils correspondent parfaitement comment dirais-je, à l'image de ce qu'on attend quand même, hein. C'est très rare que la police se trompe, hein, finalement, hein. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais voilà. Donc, c'est ce que je trouve malheureux. Parce que, par exemple, un noir ou un arabe ou autre chose, malheureusement, la population carcérale, c'est quand même ça la majorité. C'est quand même, voilà, on va dans les quartiers, c'est quand même ça la majorité. Si on regarde les choses avec, euh, avec objectivité, voilà, moi je suis noir, donc je peux le dire. c'est Malheureusement, vrai. c'est, ça me fait mal parce que il y en a qui passent leur temps, j'en fais partie, à vouloir finalement se détacher de ça, tu vois. Et puis, tu en as qui vivent comme ça et pour ça et qui sont contents de leur situation. Ce sont des brigands, mais ils sont contents. Ils sont fiers d'afficher les couleurs du quartier. Ils sont fiers de se montrer noirs et voilà, noirs, fiers, machin, mais qui font n'importe quoi, qui ne respectent pas la nation, évidemment, dans laquelle ils vivent, qui ne respectent pas les règles. Et moi, je dois avouer que tant que les règles respectent, bien entendu, la parole de Dieu, je suis quelqu'un de très attaché aux règles, à la notion de règles, parce que sans règles, on ne peut pas vivre dans une société, on ne peut pas vivre. Donc, quand je vois ça, moi, ça m'énerve. Je t'assure que non. Ouais, en fait, de certaine façon, la parole de Dieu, Dieu dit lui-même dans la parole que la loi, elle est bien, en fait, que la loi et les règles, bon, avec mes mots, j'ai dit, c'est tout à fait important et c'est bien pour la société, c'est bien pour nous. Et c'est vrai que si on n'avait pas des règles, si chaque personne faisait selon sa tête, c'est ce que nous appelons l'anarchie.
Et bien qu'il y a des gens qui sont pour l'anarchie, évidemment, mais au final, je n'imagine pas une société, selon les Écritures, avec des hommes qui sont corrompus, vivons dans l'anarchie. Pour moi, l'anarchie, c'est la vision de l'histoire de le plus fort, tu vois. Et donc, si moi, je ne suis pas le plus fort, et donc, si je ne suis pas le plus fort, donc forcément, il y aura quelqu'un qui est plus fort que moi. Ici, c'est la question du plus fort, donc forcément, je me fais avoir. Donc, s'il n'y a pas forcément un État qui va, comment dire, équilibrer les forces, donc ce serait vraiment quelque chose de catastrophique. Est-ce que l'État, il est parfait? Évidemment, il n'est pas parfait. Non. C'est ça. Mais je suis tout à fait d'accord que les règles, elles sont importantes. Et, et si nous suivions les règles, même si des fois ça semble un peu absurde, c'est mieux. Bon, par exemple, quand nous prenons Canaël, c'est clair que c'est tout à fait disproportionnel. Bon, je ne connais pas tous les détails du cas, je ne suis pas avocat, je ne suis pas là en enquêteur sur le cas, mais par rapport à ce que j'ai comme information, il était quelqu'un qui, oui, comme je dis, je viens dire, c'était disproportionnel, la question de faire jouer un jeune homme de 17 ans, ok, ça c'est clair pour tout le monde, mais il n'était pas un ange, il était déjà quelqu'un qui s'est fait arrêter par la police, il était quelqu'un qui avait 17 ans, donc il ne pouvait pas être en train de conduire, il n'a pas respecté la police, et donc il y a certaines choses qu'il devait quand même faire, tu vois, qu'il n'a pas respecté. Donc, autrement dit, mon frère Andresen, si lui, admettons même qu'il était dans une illégalité, mais si lui, il avait arrêté la voiture, il avait respecté les policiers, il avait fait ce que les policiers lui avaient dit, est-ce qu'il serait encore en vie aujourd'hui? Est-ce que le policier l'aurait assassiné? Non, en tout cas, je ne pense pas. Je ne pense pas. Tu vois, il serait en garde à vue, mais je sais pas. Donc, c'est-à-dire que leur fait de ne pas respecter les policiers et de s'en moquer, en fait, de l'autorité de la police, ça lui a mené, en fait, à subir quelque chose qui n'a pas de retour. Je ne justifie pas ce qu'a fait la police, mais ce que je suis en train de dire, c'est que on ne peut pas non plus dire c'est toute la faute de la police, tu vois, comme si lui était Jésus-Christ sur terre et qu'il était totalement injusticé, tu vois. Non, je pense que c'est ça le problème, parce que pour moi, je parle pour moi et par rapport à ma compréhension, il est un prétexte. Il y a un prétexte pour des gens qui veulent parler du racisme, pour les gens qui ont plein de choses dans leur cœur qu'ils veulent évoquer, pour des gens qui veulent apporter sa violence, pour des gens qui veulent voler des magasins, pour des gens qui sont en fait honnêtes. Ils vont s'en servir de cela pour faire des manifestations ou pour montrer leur force politique. Tout à fait. Parce que je ne vois pas en autre cas. Tu vois, c'est en fait, et comme on disait tout à l'heure, donc on arrive dans l'absurdité de dire, tu vois, c'est commence à être dangereux être volé en France. Hein. Ça commence à être dangereux de ne pas respecter la loi en France. On ne peut pas admettre une France comme ça. On doit avoir le droit de ne pas respecter la règle et avoir notre avis. C'est exactement ça. C'est exactement ce truc. Tu vois? C'est. Voilà. Ça devient absurde. Ça devient absurde. Hein? Ouais, parce que c'est cool quand, par exemple, c'est l'autre. Tu vois, on projette notre colère vers l'autre. Je vais dire quelque chose que j'ai vu au Brésil pour expliquer ce que je suis en train de dire. Bon, il y avait un homme qui, je pense, qui était un voleur, qui s'est fait attraper par la police. Bon, j'avoue que la police brésilienne n'est pas connue pour être la police la plus gentille au monde et elle était un peu violente avec le monsieur pour les mettre dans la voiture. Il y avait une femme qui était dans son appartement qui a vu en fait cette scène et commençait à blâmer la police en disant voilà, tu es trop méchant avec lui. Et du coup, les policiers, en colère, bon, pour plusieurs raisons, parce qu'il était en train de courir derrière le voleur, le bandit, et pour la situation que la femme les blâmait, le monsieur qui était, les bandits aussi qui n'étaient pas forcément collaboratifs vers la police, donc le policier est déjà en colère. Donc la dame a blâmé les policiers, tu fais ça, il ne faut pas être ça, il ne faut pas être violent avec lui.
Il disait, madame, quand Louis rentrait dans ta maison pour te voler, c'est nous qui vous allez appeler. C'est exactement ça. Et il était en colère. J'ai vu dire. Ok. C'est intéressant parce que j'avoue que voilà, c'est vrai que le monsieur était un peu violent, je ne veux pas dire au contraire. Il savait aussi que les bandits qui s'est fait attraper par la police n'étaient pas collaboratifs non plus. D'accord? Mais c'est vrai aussi que des fois, on blâme la police, on râle sur la police, mais quand nous avons un problème, on ne va pas résoudre nous-mêmes, nous appelons la police. Donc, quand ça nous arrange critiquer la police, ok, super. Tu vois, quand nous arrange critiquer la police, c'est parce qu'elle nous a fait un contrôle. Et c'est vrai que c'est pas cool des fois de nous faire un contrôle. Mais ok, on est fâché. Mais quand elle a fait quelque chose qui nous vient à nous protéger et quelque chose qui nous vient à aide, là, des fois, on ne reconnaît pas et on ne donne pas leur mérite qu'il est digne. Tu vois? Donc, c'est ça aussi. Et ce qui me chagrine le plus, c'est qu'il aurait fallu imaginer cette situation dans le sens inverse, c'est-à-dire que, pas dans le sens inverse, mais dans une autre situation comme ça, c'est-à-dire qu'il l'aurait laissé partir, il renverse quelqu'un plus bas, il le tue. Quelle aurait été la réaction des gens? Je pense qu'ils auraient dit comment se fait-il que la police ait laissé cette personne partir comme ça alors qu'il n'avait pas de permis, alors que ça faisait longtemps qu'on était en train de le poursuivre, alors que. Comment est-ce que c'est possible qu'on ait laissé cette personne s'échapper et mettre en danger la vie des gens comme ça? C'est ça cette hypocrisie me fatigue. Je trouve que c'est, voilà, pourquoi est-ce qu'on n'a pas arrêté avant? Pourquoi ceci, pourquoi cela? Et ça me perturbe. Je sais bien, hein, comme je l'ai dit et comme je le répète, hein, je ne dis pas qu'il fallait absolument tuer cette personne pour l'arrêter. Ce n'était certainement pas la seule solution. Mais lorsqu'on est derrière notre téléphone, assis sur un canapé, tout ça, c'est beaucoup plus évident de savoir ce qu'il fallait faire quand même. Parce qu'une fois que c'est passé, il fallait. C'est très simple de dire ça. Mais, Tu ah, sais, tu sais que tu dis quelque chose de très intéressant. Moi, j'aime beaucoup les échecs. Et des fois, j'aime bien des fois de voir des championnats. Par exemple, il y a eu le championnat du mondial des échecs, tout ça. Et donc, normalement, quand on voit deux grands joueurs des échecs, deux grands champions, le meilleur joueur des échecs du monde en train de jouer, du coup, tu vois, ils sont en train de réfléchir, tout ça. Et nous, en train de regarder les matchs là, des échecs, la partie, on voit avec notre ordinateur, avec les programmes qui existent, hein, parce qu'aujourd'hui, il existe des machines qui jouent énormément mieux que n'importe quel grand maître d'échecs aujourd'hui. Et du coup, elle a dit, ah, en fait, c'est faire ceci, il faut faire ces coups-là, il faut faire ces coups-là. Et des fois, en grand maître, les meilleurs au monde n'arrivent pas à en faire. Et nous disons, tu vois, nous qui ne sait pas jouer, on dit, ah, regarde, il a raté les trucs, il aurait dû faire ceci, il aurait dû faire cela. La même chose pour un joueur de football. Tu vois, quand il est dans le match, tout ça, il a raté un but. Il dit, mais comment il a raté ce but? Il aurait juste frappé. Pourquoi il n'a pas partagé les ballons? Pourquoi il a joué essayer de faire ça tout seul? Tu vois, et donc c'est simple en fait de critiquer en étant de l'autre côté de la situation et en étant vraiment dans notre confort, en train de voir la situation dans un auditoire. Il dit, voilà, pourquoi il n'a pas fait ça? Tu vois, c'est facile de critiquer les policiers en disant pourquoi les policiers ont fait ceci, pourquoi il n'a pas différent. Tu vois, quand tu vois là, mais quand tu es dans la situation, c'est pas pareil, c'est pas évident. Et c'est ça aussi qu'il faut comprendre, tu vois. Je pense que c'est aussi intéressant de comprendre cela. Parce que, bon, c'était pas le cas de ce monsieur. Mais admettons que c'était quelqu'un qui était, je sais pas, un terroriste ou quelqu'un qui avait quelque chose, je sais pas, qui avait volé quelque chose ou quoi, tu vois. Donc les policiers, s'il y avait quelqu'un qui était des explosifs dans la voiture, je sais pas, les policiers ne seraient pas en assassin, ils seraient en héros, tu vois. c'est ça. Donc tu vois qu'on relativise les choses par rapport à ce qui nous convient et par rapport des fois à ce qui nous arrange. Mais bien sûr. En regardant au-delà, tu vois, c'est-à-dire qu'on regarde les choses par rapport à l'ensemble, mais on n'arrive pas à regarder en disant ici c'était moi les policiers, comment j'aurais agi, comment j'aurais fait. Si c'était moi les policiers qui avaient demandé à ces jeunes respecter mon autorité
faire ce qui était nécessaire, il part comme ça, avec une voiture, en train de mépriser totalement mon autorité. Il défait en fait, qui fait le travail, parce que la vérité aussi, c'est que les policiers, ils travaillent aussi pour la sécurité du peuple français. Il Bien n'est sûr. pas payé, il n'est pas payé pour être méchant avec les gens ou quoi que ce soit. Il est payé pour faire de l'État français un État qui en a plus de sécurité aussi. Donc, c'est pour ça, tout ça pour dire que je pense que des fois, c'est facile de prendre en partie, c'est facile de tomber dans la piège de gens qui veulent nous manipuler afin que nous prenions certaines compréhensions et que nous prenions certains appuis sur une chose ou une autre. Mais la vérité, c'est que, comme tu as bien dit, et je répète, les choses ne sont pas aussi simples que ça. Et il faut quand même essayer de réfléchir par nous-mêmes. Il n'est pas être une masse de manœuvres, OK? Ben oui. Et surtout une masse de manœuvres, des fois, qui nous arrange. Hey, il faut casser les supermarchés. Ils ont cassé les supermarchés, volent les supermarchés, ils vendent après les choses sur Internet. Tu vois, il dit, non, pourquoi tu as fait ça? Non, parce qu'il a tué le monsieur, là. Et du coup, je vole et je... C'est ça, hein. Je vais brûler la voiture. Pourquoi tu vas brûler la voiture? Parce que il a tué le monsieur. Mais quel rapport? Quel est le rapport d'une chose avec une autre? Ah, mais non, parce que pour que l'État puisse voir notre force, notre indignation. Mais le monsieur qui avait la voiture, il n'avait même pas les moyens d'en acheter une voiture. Et tu C'est brûles ça. ta voiture maintenant, comment il va faire pour acheter une autre? C'est ça. La personne n'a pas d'argent comme toi, peut-être. Tu les met en difficulté en plus. Donc, tu vois que ça ne fait pas de sens au final et il punit en fait la société. En C'est exact. voulant revendiquer contre le système, il est en train de punir ses confrères. Tout à fait. Et je pense qu'il y a aussi, dans tout ça, on peut noter aussi la mère, là, quand je l'ai entendu parler, la mère de Naël, elle a dit quelque chose d'important. Alors, je peux comprendre que dans la tristesse, on ne maîtrise pas forcément ce qu'on dit, hein? Euh, parce qu'elle était triste, cette pauvre dame, hein? Mais elle a dit quelque chose de très révélateur. Elle a dit, c'était mon meilleur ami, nous étions très complices. Tout ce qu'il voulait, je lui donnais. Et je crois qu'il est bien là le problème. Je crois qu'il est bien là le souci. Ils étaient peut-être trop amis. Ils étaient peut-être trop proches. Et qui fait que l'éducation qu'elle devait faire, ne sait pas, il y a eu quelque chose qui n'a pas collé là. Il y a eu un souci là. Mais je ne suis personne pour me juger, mais je pense que le problème, il est là. À cet endroit-là, précisément, justement, au niveau de l'éducation qu'elle lui a donnée. Je viens, c'est intéressant ce que tu dis, parce que, bon, comment dire, moi, je ne connais pas exactement comment c'était l'éducation, en fait, de cet homme. Je vois qu'il y a un grand problème avec l'autorité. C'est évident, parce que s'il n'avait pas de problème avec l'autorité, il n'aurait pas fait ce qu'il a fait. Mais je pense que ça apporte un problème aussi des formations. Des fois, les parents, ils sont les meilleurs parents du monde, hein, comme les meilleurs parents possibles. Hein, les enfants, en fait, se détournent. Et des fois, il y a des gens qui ont des parents qui sont vraiment des gens horribles, hein, et qui, des fois, l'enfant, il se sort très bien. Pourquoi? Parce que l'enfant, il voit ses parents, il dit, moi, je ne veux pas être comme eux, et je vais faire différent. Voilà. Mais malheureusement, dans la proportionnalité des choses, c'est qu'un parent qui fait son mieux pour bien élever ses enfants, normalement, ses enfants, ils sont bien influencés. Et les parents qui sont plutôt méchants, qui ne s'en occupent pas de ses enfants correctement, et normalement, ça donne la tendance à l'enfant à avoir un comportement peu déréglé. Et des fois, c'est pas nécessairement qu'un parent il est mauvais en soi, qu'il est méchant. Mais la façon d'un parent vouloir, des fois, démontrer l'amour à son fils, à sa fille, et vouloir les protéger de tout, ça les amène à vivre, en fait, dans certaines boules de protection, et cette boule de protection ne les aide pas. C'est-à-dire que
que nous venons un jeune homme de 16 ans, de 16, 17, 18 ans ou de 14 ans, des fois, c'est une tranche d'âge que les gens pensent que rien de mal va leur arriver. C'est-à-dire, ils pensent, ah, c'est l'autre qui s'est fait tuer, c'est l'autre qui s'est fait massacrer, c'est l'autre qui s'est fait frapper, c'est l'autre qui va se faire voir, pas moi. Ça ne s'arrivera pas avec moi. Ça, normalement, c'est quelque chose qui est banal dans la compréhension, la cosmovision du monde d'un jeune homme, d'une jeune femme autour d'une tranche d'âge de 12 à 16, 17 ans. Ça dépend un peu de la maturité de chaque personne. Et donc, les parents, des fois, ont ces rôles de peut-être dire, mais en fait, tu sais que la vie, c'est pas comme ça. Et des fois, les parents, ils doivent certaines fois aussi permettre que les enfants, ils subissent certaines choses pour qu'ils puissent comprendre que la vie, c'est pas aussi simple, c'est pas aussi donné. Parce que les parents, il n'est pas toujours là, il n'est pas toujours là pour nous protéger. Il n'est pas toujours là pour nous délivrer de quelque chose, de quelque malheur. Et la meilleure façon, en fait, je pense, d'instruire quelqu'un, qu'il soit un ami, qu'il soit un fils, qu'il soit un frère, une sœur, c'est de le faire réfléchir et de le faire comprendre certaines choses. Et oui, est-ce qu'il y avait une grande partie des responsabilités de peut-être de ses parents, de sa mère, des fois, d'essayer de le protéger, d'essayer de lui donner tout ce qu'il voulait, et du coup, en fait, quand il se départ avec la réalité, qui peut-être pour sa mère, il était en fait tout pour elle, mais qui pour la vie, en fait, et pour un policier, pour être un en plus, ça a changé, tu vois, parce que si on grandit en pensant que le monde tourne autour de nous, et après, quand nous déparons avec la réalité, on découvre qu'en fait, c'est pas comme ça, que c'est pas le soleil qui tourne autour de nous, mais sommes nous qui tournons autour du soleil, ça change. Et je pense que ça peut être un peu cet effet aussi dans la vie de cet homme qui a pu peut-être impliquer ces choses. Bon, après, c'est une possibilité voilà, que j'évoque. Est-ce que c'est exactement ça? Je ne sais rien. Mais peut-être, pourquoi pas, à réfléchir, à avoir plus d'informations. C'est difficile à évaluer tout ça avec peu d'informations. Mais de toute façon, toutes les choses, tu vas contribuer pour notre caractère. Il y a l'aspect, notre personnalité, elle est très influencée par notre environnement et par la façon dont nous sommes éduqués, donc tout ça aussi influence en fait. J'ai un ami, j'ai un monsieur en fait que j'ai beaucoup d'amitié avec lui au Brésil. Il a 4 fils. Il a 4 fils. 2 de ses fils étaient quelqu'un, on va dire, de correct. Okay? Le plus âgé, il est plus jeune. Le 2 du milieu, on fait la prison. Donc, même père, il a élevé 4 fils, 4 hommes. L'aîné, il est quelqu'un qui s'est marié, sa fille, a sa maison, tu vois, qu'il a acheté. Voilà. Le deuxième a voulu faire sa vie, entrer dans la drogue, il s'est fait prison. C'était d'ailleurs, à l'époque, je le connaissais. Voilà, avant qu'il se tourne pour ces chemins-là, on était amis en fait. Et après, je suis parti pour faire mes études. Il continuait, voilà, en suivant son chemin, il vraiment se détourner d'une bonne voie. Son frère aussi a suivi un peu son même chemin, les troisièmes. Et les quatrièmes, non, il voyait ses frères, tu vois, il dit, moi, je veux. Il vivait son chemin, tu vois, totalement de manière, on va dire, droit par rapport à la loi et par rapport aussi à certaines valeurs chrétiennes. Et tous les deux, d'ailleurs, ils ont des valeurs plus chrétiennes, et tous les autres qu'ils ont connaissent, mais ils s'en fichaient totalement aussi. Donc, on voit qu'un père a éduqué 4 enfants. C'est intéressant.
2 sont marchés dans la bonne voie, 2 sont allés vraiment de l'autre extrême. Pour dire que des fois, c'est pas seulement le père qui est responsable, mais des fois aussi l'environnement, il y a une influence. C'est-à-dire, dans les favelas, par exemple, mettons que j'ai un enfant et j'ai grandi dans les favelas, j'éduque mes enfants. J'ai pour être le meilleur père au monde. Mais des fois, il y a aussi certaines influences au milieu qui qui peut aussi influencer négativement mes enfants. Tout à fait. Et qui donc je dois, là, quand je parle de protection, là, je parle de protection d'une façon positive, dans le sens que je dois quand même les protéger, dans le sens de les expliquer. Mais la meilleure manière de les protéger, c'est pas les interdire. Pas de plus ne pousser non plus, hein, mais c'est de les expliquer en fait et de les faire comprendre des choses. Mais au final, ça va rester aussi dans leur choix de prendre leurs propres décisions. Parce que si on éduque nos enfants d'une manière dépendante, ils vont jamais apprendre à voler. Et les rôles, je pense, des parents, c'est enseigner ses enfants à voler. Oui, à voler de ses propres ailes, quoi. Exactement. Oui. Exactement. Ah, Pas voler dans les magasins, hein, puis... ouais, exactement. Ouais, merci. Pas voler, pas voler dans le sens là. Parce que sinon les gens vont dire, ah, mais exactement, mes parents m'ont Ben oui. volé, hein, donc je fais exactement ce que j'ai appris de mon père, je vole. Avec ces problèmes. Non, mais... Ça, c'est l'importance de la langue française, tu vois, parce que je pense aussi en portugais un peu. En portugais, non, mais c'est ça, hein, c'est ça, ça se dit. Hein. Non, ça se dit. Ouais, mais voler avec ses propres ailes, c'est bien insister sur ça. Ah oui, oui. Non, mais c'est ça que tu dis intéressant parce que tu sais, l'exemple du père que tu as pris et qui avait un enfant qui a du moins pas bien élevé, mais qui s'est en tout cas mieux servi de l'éducation du père que les autres. C'est ça aussi, hein, tu as aussi les fréquentations, l'environnement qui fait que voilà, des fois la tentation est plus forte et tout. Voilà. Et puis, il y a aussi le fait que parfois, tu as beau avoir le même père, les mêmes parents, il se peut aussi que les mêmes parents ne donnent pas la même éducation aussi en fonction de l'enfant, quoi. C'est-à-dire que parfois, le père, il a jugé qu'il a été un peu dur avec le premier, donc il va peut-être adoucir un peu après, ou il est fatigué, ou tu vois. Ça peut arriver, ça arrive même souvent d'ailleurs, et souvent les plus grands témoignent que c'était quand même que leur éducation était plus dure que celle du petit dernier ou celui qui arrive après, quoi. Tout à fait, tout à fait. Je pense que ça, c'est des facteurs importants. Et, tu sais, quand nous regardons tout ça, évidemment, quand nous parlons de choses liées aussi influencées forcément par notre création, par l'influence de ce que nos parents nous ont apporté, et aussi par rapport à notre cosmovision chrétienne. Je vois en fait que l'évangile, il est clair sur ça, que nous, en fait, quand nous marchons dans les droits chemins, on n'a rien à craindre. Si nous vivons, en fait, nous respectons la loi, si nous essayons de faire notre meilleur pour vivre correctement, en fait, on a qu'à donner du respect, tu vois, à l'autorité, parce que les autorités vont chercher ce qui ne marche pas selon selon la vérité, en fait, c'est-à-dire selon comment dire, selon les principes d'un pays, selon les règles institutionnelles d'un pays. Et c'est super intéressant parce que normalement, les valeurs d'une société sont les mêmes valeurs que nous voyons aussi dans la Bible. Par exemple, n'est pas tuer, c'est en valeur, ou ne pas commettre des meurtres. C'est en valeur qui est dans la Bible. C'est en valeur, on pourrait dire religieux, mais c'est en valeur aussi de l'État. Ne pas voler, en valeur religieux, mais c'est en valeur aussi
de l'État, n'est pas en fait agresser les gens. Bon, après, il y a des nuances en fait qui entrent dans là. Tu vois, donc, ce sont des valeurs aussi qui font partie de l'État. Il y a d'autres qui ne sont pas forcément en cohésion, mais je pense que s'il y a ces respects au minimum à la loi, il y a la réciprocité, normalement, on n'a pas forcément rien à craindre, surtout dans un pays comme la France. Oui, c'est ça en fait. Certains d'autres pays, peut-être, juste le fait d'être chrétien ou d'avoir une croyance en Dieu ou d'avoir certaines valeurs chrétiennes, ça peut être très dangereux. Mais en tout cas, dans notre contexte en France, parce que nous ne parlons pas de la Corée du Nord, hein, nous parlons de la France. Donc, ouais, parce que sinon, on dirait, mais tu dis, c'est n'importe quoi, parce que de la Corée du Nord, on vit pas la Corée du Nord, on vit en France. Si on était à la Corée du Nord, on aurait parlé que dans ce contexte de la Corée du Nord. C'est pas, ah, mais tu es brésilien, tu devrais savoir, mais je ne parle pas de quelqu'un qui vit au Brésil. Je donne des exemples de fois au Brésil, mais je ne parle pas rapport d'un Brésilien qui vit en France et qui est chrétien et qui a des valeurs, en fait, qui la société française. Moi, j'habite en France depuis déjà 9 ans. Et en fait, je vais te dire que si je rentre au Brésil aujourd'hui, admettons que je pars au Brésil pour vivre avec mon épouse, qui est française, au Brésil. Je ne serai plus le même Brésilien. Je ne suis plus le même Brésilien. Pourquoi? Parce qu'il y a certains aspects et certaines influences de la culture française qui est déjà ancrée en moi. Je suis une hybride maintenant. Je ne suis plus un Brésilien comme j'étais avant, et je ne suis pas français non plus. Mais je suis, tu vois, il y a une influence. Donc, de certaine façon, il y a certains aspects de la culture d'un pays et de la relation que nous avons avec les gens qui nous entourent, comme toi qui es français et d'autres qui sont français, qui aussi va façonner notre façon de voir certaines choses et de penser aussi. Mais évidemment, des fois, je ne parle pas nécessairement de mon cas, des fois plutôt positif, des fois plutôt négatif, mais en tout cas, nous sommes toujours influencés et influençables. Donc, et je pense que cette perception est importante parce qu'il y a des gens qui disent non, moi je ne suis influencé par personne. Non, c'est pas vrai ça. J'adore que des gens disent ah, moi, personne n'influence, moi j'ai un avis totalement original. Il dit qu'on prend le discours de cette personne et on prend le discours de politicien qu'elle a suivi, incroyablement c'est le même. De toute façon, on a toujours une influence, même en essayant. Le fait même de vouloir sortir de l'influence, c'est aussi l'influence de ceux qui sont sortis de l'influence de ceux qui ne veulent pas rester dans. En fait, tu es sous influence, voilà, peu importe. C'est comme certains artistes qui vont te dire, moi, je suis sorti du cadre. Vouloir sortir du cadre, c'est aussi suivre ceux qui sont sortis du cadre finalement. Donc en fait, et donc c'est un autre cadre. Tu es rentré dans un autre cadre, tout simplement. Tu es sorti de cadre. Et pour sortir du cadre, il faut déjà connaître le cadre dans lequel tu étais déjà. Voilà, enfin, tu vois, tu es toujours influencé. Et influencer, ça ne veut pas forcément dire suivre, hein, parce que être influencé, ça peut aussi dire je suis influencé dans le sens où je ne fais pas ce par quoi j'ai été influencé. Tu vois? Tout à fait. Mais autre chose aussi, mais en parlant de ça, c'est pas négatif. C'est permettre être influencé. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui m'influencent de certains aspects de ma vie, ok, pas seulement de l'aspect religieux, mais d'autres aspects aussi de ma vie, des gens qui m'influencent. Et c'est pas négatif parce que, en tout cas, je permets que ces gens, ils m'influencent avec leur connaissance, avec leur savoir-faire, avec leur expérience, tu vois, avec leur compréhension du monde ou que je juge, en tout cas, c'est pour ça que je permets qu'ils m'influencent, qui je juge être plus important que la mienne. Est-ce que j'adhère à 100% à ce que les gens disent? Non. Est-ce que j'adhère à 100% à ce que les gens pensent à propos d'autres aspects de la vie? Non. Mais à propos de certaines choses que je trouve qu'ils sont plutôt compétents et mieux que moi, je laisse influencer. Pourquoi? Parce que cela me fait évoluer. Et je pense qu'on ne doit pas avoir peur de se permettre, de se faire influencer par des gens qui nous jugeons en fait être
qui a plus de connaissances, qui a un savoir plus important, un savoir-faire plus important et plus, on va dire, et plus compétent que nous en certains domaines. Et je ne dis pas d'une façon acritique, mais toujours évidemment nous permettre d'être influencés de manière critique, c'est-à-dire pas être on suiveur, on disciple aveugle, mais quelqu'un qui marche en fait, qui réfléchit aussi par rapport à certains aspects de l'influence en fait que certaines choses, certaines personnes nous apportent. Et c'est lui, des fois, qui a cet esprit arrogant de dire non, moi, je suis là que pour influencer. Moi, je ne suis pas un suiveur. Hein. Moi, je suis quelqu'un qui. Je ne suis pas un suiveur. C'est les gens qui me suivent. C'est moi le leader ici. Quand on a cette ambition et quand nous avons cette propre perception de nous-mêmes, c'est parce qu'il y a. Où nous sommes vraiment dans une boule, et nous pensons que nous sommes, et nous pensons que nous avons une estime de nous-mêmes normalement très disproportionnée, ou peut-être qu'on a des problèmes psychologiques, c'est tout à fait aussi possible, ou on a une grande immaturité, c'est-à-dire qui parle comme ça. Qui parle comme ça normalement? C'est quelqu'un qui a 15 ans, 16 ans, tu vois, qui ne va pas normalement un homme. Tu vois un homme de 80 ans, un homme de 60 ans, qui a vécu sa vie, qui a fait son mieux pour développer son âme, son esprit. Il ne va jamais dire des choses comme ça. Tu ne vas jamais entendre de la bouche d'un homme sage de dire des choses, moi, je ne suis pas un suiveur. Non. D'ailleurs, être un leader, d'ailleurs, je n'aime pas ces mots, surtout au milieu chrétien. Au milieu professionnel, tout ça, ok, pas de problème. Mais au milieu chrétien, je n'aime pas ces mots, leader, pour plusieurs raisons. Je ne veux pas parler maintenant parce que ce n'est pas forcément notre sujet, mais être un leader, en soi, ça ne veut rien dire. Ça ne veut rien dire. Ça n'a pas en valeur en soi. Tu vois, c'est quelque chose qui les gens nous amènent en fait à avoir une certaine hiérarchie ou nous donner une certaine place sociale qui au final n'a pas de valeur en soi. C'est la valeur que nous attribuons. OK? Par exemple, si je prends un billet de 500 euros, vous dites, wow, c'est beaucoup d'argent. OK, mais si je suis dans la forêt amazonienne avec un billet de 500 euros et j'ai besoin de manger, ça ne sert à rien, je n'ai pas un restaurant pour m'acheter. Donc, et si par exemple, j'ai ces 500 euros, tu vois, et je suis avec quelqu'un d'autre dans une île, d'accord? Et du coup, il est en campement à côté. Et donc, le campement de côté, ils ont attrapé un poisson. Il a attrapé plusieurs poissons. Et je viens avec un billet de 500 euros. Ils lui disent, est-ce que tu veux changer ton poisson pour un billet de 500 euros? La personne va rigoler. Elle va dire, mais qu'est-ce que je vais faire avec ces billets de 500 euros dans une île, en fait, perdue rien. Donc, c'est-à-dire que la valeur de ces 500 euros, les 500 euros en soi, il ne vaut rien. Il vaut la valeur qui nous donne, en fait, l'attribution de la valeur que nous attribuons à lui. Autrement dit, que être un leader, vouloir chercher une place dans la société et dire moi je suis le leader, je ne fais pas me suivre, je ne suis pas soumis à les autorités parce que les autorités ne savent rien, tout ça, c'est en fait une illusion de quelqu'un qui est très ignorant, ou quelqu'un qui est très immature, ou quelqu'un qui a des problèmes psychologiques, ou quelqu'un qui vit dans une boule. Quelqu'un qui est très orgueilleux aussi. Hein? Ouais, je n'ai pas dit orgueilleux. Je n'ai pas dit orgueilleux. Orgueilleux. Non, non, je ne crois pas. Non, je n'ai pas entendu. Ah, ok, orgueilleux. Mais tout à fait, l'orgueil est tout à fait présent. Oui, tout à fait. Ou peut-être que j'ai dit orgueilleux d'une façon beaucoup plus moins claire. Non, ben j'ai pas. C'est peut-être moi qui ne l'ai pas entendu. Non, Ouais. mais je l'ai pas entendu. Ouais. Mais c'est ça. Arrogant, ouais, peut-être que j'ai dit arrogant à la place d'orgueilleux. C'est l'idée de. Donc, c'est ça. Et donc, c'est vraiment que c'est un cas. C'est le cas de ces jeunes hommes, en fait. C'est un cas qui de cette façon, me rend triste. Triste. Ah oui. Pas seulement dans le sens de celui qui est mort ou de police, mais dans la situation qui évoque, tu vois, pour tout cet bouleversement social qui explose et que j'ai dit, est-ce que c'est vraiment proportionnel, tu vois? Non,
Donc, je dois dire quand même que oui, cette situation m'attriste profondément. Parce que moi, quand j'ai vu la tête de ce jeune homme et quand j'ai vu ce sourire qu'il avait, je me posais vraiment la question, est-ce qu'il s'imaginait un jour mourir comme ça? Tu vois, des fois, la vie est difficile, hein, parce que, tu sais, des fois, tu fais une petite bêtise de jeunesse, tu vois. Voilà, ce sont des bêtises qui ne sont pas, Exact. voilà, que n'importe qui aurait pu faire, tu vois. Mais il y a des gens à qui ça pardonne et puis il y en a d'autres à qui, tu vois, il y a des gens à qui ça ne pardonne pas, tu vois. Wow, ce que tu as dit, mon frère, est d'une relevance et d'une importance énorme. Ce que tu as dit, c'est que, en fait, pourquoi? Je vais t'expliquer pourquoi ce que tu me dis ou ce qui m'évoque et pourquoi j'aimerais rebondir sur ça. Nous vivons dans une société qui nous sommes très protégés. Nous sommes très protégés. Pourquoi? C'est-à-dire, par exemple, je vais exagérer. On n'a pas, par exemple, admettons que les gens vont dans l'église le matin, tu vois, en église physique, voilà. Ils vont se rendre dans un rendez-vous, ou soit au travail. Hein. Les gens vont au travail dans la semaine. Et du coup, on n'entend pas un appel comme ça. Ah, aujourd'hui, le monsieur Leonardo n'est pas venu au travail. Les gens disent pas pourquoi il n'est pas venu. Ah, parce qu'il s'est fait manger par un lion. Ça n'existe pas. Tu vois? Ah, parce que en fait, quand il était en traversée à l'île à nage, il s'est fait avaler par un requin, en fait. Donc, en venant travailler. Ça n'existe pas. Et en fait, je continue. J'étais en train de voir une série récemment, une série qui parlait de ce moment du Ouest, tu vois, la déco, le moment que les émigrants en fait venaient pour coloniser aux États-Unis. Et des gens qui étaient en train de traverser en fait les États-Unis et qui passaient par des endroits très dangereux. Et qui des fois, la personne, par exemple, allait faire ses besoins, il ne faisait pas trop attention, il se faisait mordre par un serpent. Il a perdu la vie. Quelqu'un, en fait, qui n'avait pas de connaissances, qui n'échauffait pas de l'eau avant de boire, il avoir en fait des problèmes d'estomac, des diarrhées et tout ça, il mourrait. Des gens, en fait, quand on va traverser une rivière, qui s'est désespéré ou qui voulait se sauver d'une certaine façon et qui commençait à entrer en panique et qui s'est noyé, et des fois noyé aussi celui qui l'aidait. Des gens qui, des fois, parce qu'ils ont eu peur, ils vont attaquer en fait les Indiens ou d'autres personnes. Et du coup, il s'est fait attaquer eux parce qu'ils ont peur et donc ils ont attaqué les premières. Et pourtant, il s'est fait attaquer après. Donc, tu vois que des fois, c'est une petite erreur qui certaines personnes ont commis. Je donne un exemple un peu extrême, mais qui leur coûtait leur vie. Et pourquoi je parle sur ça? Parce que c'est un peu ce qui s'est passé avec ce jeune homme. Mais comme nous sommes dans une société qui, c'est pas quelque chose de banal, c'est pas quelque chose qui arrive au fait sur. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle ça a bouleversé plusieurs personnes, parce que c'est pas quelque chose qui devrait être anormal, et c'est pas quelque chose qui devait être banal en fait. Donc mais la vérité, c'est que la mort, c'est que je peux le dire comme ça, et certaines erreurs des fois sont peu dans une certaine fatalité, tu vois. Des fois, en fait, tu n'as pas une deuxième, tu n'as pas une deuxième opportunité, tu n'as pas une seconde chance. C'est ça. C'est ça. Tu n'as pas. Il y a des gens, par exemple, je vais donner un exemple. Autre exemple. Il y a un monsieur au Brésil qui avait une cage de tigre. Ça s'est passé au Brésil. Il y avait quoi, pardon? Je pas Il y compris. avait un jeune homme, en fait, un enfant d'ailleurs, je pense que c'était même un enfant, qui était dans une zoo au Brésil et qui, du coup, ses parents, en fait, les laissaient un peu faire. Et du coup, il y a, tu vois, il y a la cage du tigre, il y a normalement une barrière avant, tu vois, et les gens regardent à partir de cette barrière. Les gens ne sont pas devant la cage, il y a une barrière. OK? Et du coup, ce garçon, qu'est-ce qu'il a fait? Il a rompu la barrière, qui a sauté, et il a commencé à escalader sur la cage du tigre, en train de jouer avec les tigres. Qu'est-ce que le tigre a fait? Il a prôné, en fait, avec il a donné un coup de patte, quelque chose comme ça, dans cet enfant, en fait, cet enfant.
Et du coup, je ne sais pas si c'était le bras, si c'était la jambe. Et du coup, il a dit amputer, en fait, son bras. Mhm. Pourquoi? Parce que l'enfant, il était en train de jouer avec les tigres, en pensant que les tigres étaient son copain. Ses parents, en fait, son père, je ne sais pas si sa mère, n'est pas fait trop attention à lui. Et bim, tu vois? Il aurait pu se faire manger par les tigres aussi. Mais bon, ça, c'est pas ça que s'est passé. Mais en tout cas, regardez, c'est une erreur qu'il a fait pendant sa innocence, pendant qu'il était enfant. Il était totalement respectueux avec ses parents, mais ça, c'est pas la question. La question, c'est que cet enfant, et qui peut-être qu'aujourd'hui, c'est déjà un homme, il n'aura pas la possibilité de revenir en arrière Mhm. pour toujours. Tu vois, il n'est pas comme un jeu vidéo que tu peux donner un restart. C'est pas comme un jeu d'échecs que tu peux recommencer une nouvelle partie. C'est pas comme un jeu de football que tu dis maintenant le match de la prochaine fois on va mieux jouer. C'est fini. Ça ne revient pas. Et des fois la vie, elle apporte aussi cette entre guillemets cruauté. C'est-à-dire que des fois, la vie, elle ne donne pas l'opportunité d'une deuxième erreur. C'est ça. Tu vois, c'est en feu rouge que la personne dit ah non, c'est juste en feu rouge que je ne vais pas respecter, et bim, un accident. Mhm. Et tu dis ah non, mais les prochaines feux rouges, je promets que je ne C'est ça. Mhm. n'existe pas. Ouais. Tu vois, évidemment, je ne dis pas ça pour dire, pour amener une certaine peur, mais c'est que j'ai dit que vivre, c'est la vérité, c'est que nous avons un risque. Vivre, c'est vivre dans un certain risque. Et le but, c'est peut-être ne pas s'exposer autant au risque. Tu vois? C'est ça. C'est-à-dire que le but, c'est peut-être mettre les chances à notre faveur et pas contre nous. C'est d'être prudent, quoi, comme la Bible nous amène à l'être, hein, finalement. Exactement, exactement. Merci beaucoup, mon frère. Être Mhm. prudent. La prudence. Et comment nous pouvons être prudents? Peut-être en respectant peut-être des gens qui savent plus que nous. Ah, ben oui. En respectant les gens qui, des fois, a quelque chose à dire qui ont une heure. Parce que des fois, c'est comme on dit, c'est l'orgueil et c'est l'arrogance qui, des fois, nous amènent à la perte. Même des enfants, hein, ça peut arriver qu'effectivement, tu demandes à un enfant de ne pas traverser la route et qu'il traverse et qu'il se fait, tu vois. Des fois, c'est vrai que. Mhm. Oui, pardon. Des fois, commencer par là, effectivement, obéir, être à l'écoute d'eux, c'est déjà effectivement une première étape vers la prudence, vers la sagesse, quoi. Tout à fait, Mhm. tout à fait. Et bon, il y a quelque chose que j'ai entendu une fois, j'ai entendu plusieurs fois d'ailleurs, mais que je vais le répéter mais avec mes mots, qui dit en fait, si nous avons commis certaines erreurs, donc la vérité c'est que nous tous nous commettons des erreurs. Mhm. Si nous avons toujours la possibilité de cette seconde chance, mais bon, je vais être plus simple. Si nous commettons des erreurs, et si ces erreurs nous amènent à apprendre quelque chose avec, donc des fois, ces erreurs nous étaient une grande bénédiction. Mhm. Parce que des fois, certaines erreurs que nous commettons, pour la gloire de Dieu, pour la grâce de Dieu, beaucoup des erreurs que nous commettons, des fois, on les commet plusieurs fois. On les Mhm. commet plusieurs fois sans se faire, on va dire, sans payer les conséquences de ces erreurs. Tu vois? Et en fait, des fois, on commet une erreur. Des fois, on subit la conséquence. Mais on a conséquence qui nous amène à apprendre quelque chose. Au final, c'est là, si cela a contribué à notre évolution en tant qu'être humain, en tant que chrétien, en tant que père, en tant que fils, en tant que grand-père, en tant que voilà, en tant qu'employé, en tant que patron, je ne sais pas, en tant que professeur, en tant qu'élève, je pense que cela nous apporte quelque chose et cela, au final, ça devient une bénédiction. Mais, mais je pense que c'est important d'avoir cette sensibilité. Et les problèmes, et c'est là que je vais venir, c'est que des fois, nous faisons plein de choses qui est incorrectes, qui est en erreur, qui est imprudent, et parce que on ne subit pas les conséquences de notre imprudence, C'est ça. nous pensons que c'est tout à fait correct. Tu vois, c'est comme quelqu'un qui avec une bougie, tu vois, il traverse une usine d'explosifs, tu vois, en train de courir.
Et tu vois, avec une bougie ou avec une torche, tu vois, avec une torche, tu vois, une torche, tu vois. Mm. Oui, oui. Et du coup, il traverse en train de courir avec une torche dans une usine plein d'explosifs. Il y traverse en train de courir, rien ne se passe. Du coup, la personne dit, ouais, il n'avait pas de problème. C'est pas parce que la personne était imprudente ou qu'il rien s'est passé de grave que c'est quelque chose à faire. Et c'est ça le problème, parce que quand la personne a fait ça plusieurs fois et elle a réussi plusieurs fois, elle pense que tout va bien et que ce n'est pas un problème. Mais le problème, c'est que quand cela tourne mal, elle n'aurait pas une deuxième chance. D'ailleurs, peut-être qu'on dit qu'elle n'aurait pas la deuxième chance, mais la vérité, c'est qu'elle a déjà eu la deuxième, la troisième, la quatrième, la cinquième, la sixième, la septième. Peut-être c'est qu'elle n'aura pas la 10e. C'est ça, hein. C'est tout à fait vrai. Donc, est-ce qu'on doit considérer que finalement, la prise de risque, c'est quelque chose qui n'est c'est pas ce que Dieu nous demande. En tout cas, prise de risque pour sa parole peut-être, mais pas la prise de risque n'est pas un comportement que Dieu nous amène à avoir, je pense. En fait, oui, et je pense aussi que la vie, en fait, vivre, aller se lever au travail, aller travailler, vivre notre vie, on est exposé au risque tous les jours. Si on reste à la maison, si on va travailler d'une façon ou d'une autre, nous sommes tous exposés au risque. D'une certaine proportionnalité, plus que d'autres. Hein. C'est-à-dire que celui qui se lève le matin pour laisser battre en Ukraine apprend plus de risques dans leur vie que nous, des fois, prenons la haute route pour aller au travail. Mais nous tous, en fait, certaines proportions, on prend des risques. Mhm. La question, c'est que la parole de Dieu nous dit, c'est qu'au-delà du risque que nous prenons tous les jours, c'est Dieu notre gardien. Et que notre confiance doit être au Seigneur. Et que pour nous, en tant que chrétiens, peu importe si nous vivons ou si nous mourons, le plus important, c'est pas si nous mourons ou si nous vivons, le plus important, c'est savoir que nous sommes avec le Seigneur. Mhm. Et que personne peut nous voler, personne ne peut nous enlever de l'amour, de la grâce et de la miséricorde de Dieu. Et qu'aucun malheur arrivera dans notre vie, à la condition, bon, en prenant en compte quelqu'un qui vit et qui fait son mieux pour vivre de manière correcte, évidemment, dans notre droit chemin, aucun malheur arrivera sur nous si ce n'est pas de la permission de Dieu, si ce ne vient pas de la permission de Dieu. Et s'il vient de la permission de Dieu, nous devons savoir que Dieu nous aime et qu'il y a des raisons qui certaines choses nous arrivent et que cette raison, même si nous ne comprenons pas, en tout cas au court terme, elle a pour nous aider à grandir et à évoluer en tant que fils de Dieu, en tant que fille. Amen, amen. Quelque chose que tu aimerais dire, rebondir? Non, non, ben, voilà, c'est intéressant d'aborder ce sujet-là. Hein. Je pense qu'il y a toujours des leçons à tirer hein, Amen. de ce genre d'affaires, quoi. Amen. Mhm. Est-ce que tu aimerais conclure par notre prière? Oui, je veux bien. Seigneur, je te remercie pour cette journée que tu nous as permis de passer, Père. Nous te demandons vraiment, Seigneur, de bénir cette femme, Seigneur, qui a perdu son enfant, Seigneur. Viens lui apporter, Seigneur, une consolation qu'aucune manifestation, qu'aucun homme, Seigneur, ne peut lui apporter sur cette terre, Seigneur. Mais viens lui apporter ta consolation et qu'elle puisse savoir, Seigneur, que c'est toi qui consoles. Ainsi donc, Seigneur, viens toucher cette femme pour qu'elle puisse donner sa vie, pour qu'elle puisse te donner sa vie, Seigneur. Nous venons prier aussi pour ce monsieur, Seigneur, qui a fait usage de son arme, Seigneur. J'ai envie de dire, Seigneur, que ta justice soit faite, mais que ta justice soit faite dans cette affaire. Et Père, nous te prions pour la famille de cette personne également. Seigneur, nous te demandons de nous faire nous endormir, Seigneur, dans ta grâce, dans ta paix, Seigneur. Que malgré tous ces événements, Seigneur, nos cœurs soient apaisés, que nous puissions avoir une nuit de sommeil paisible, Seigneur. Nous évoquons, Seigneur, le sang de Jésus sur tous nos biens matériaux qui se trouvent à l'extérieur, Seigneur, afin que le malheur n'approche pas de notre tente, Seigneur. Nous te prions
Et nous te demandons, Seigneur, d'imprimer tes paroles au-dedans de nous et de nous apprendre, Seigneur, à vivre selon ta parole. Au nom de Jésus. Amen.